Selon des sources militaires, ce sont au moins 23 soldats tchadiens qui sont tombés sous les balles des combattants de Boko Haram. Pendant ce temps, l'offensive des groupes islamistes dans le nord du Burkina depuis 2016 s'est soldée par des dizaines de civils tués et des dizaines de milliers de personnes chassées de leur foyer, selon un rapport de Human Rights Watch publié vendredi dernier. Au Mali, les chiffres sont tout autant lourds. Comme au Niger, au Burkina par exemple, 90% des attaques ne sont pas revendiquées. Elles ont été pour la plupart attribuées à Ansarul Islam, au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou encore à l'État islamique dans le Grand Sahara. Mais une dizaine d'autres groupes, plus petits et sans doute moins structurés, sont également actifs selon l'International Crisis Group. Face à cette multitude de groupes djihadistes qui visiblement sont de plus en plus forts, de quelle option disposent les autorités sécuritaires des pays cités? Les pays du Golfe de Guinée, à l'exception de la Côte d'Ivoire, avec l'attaque de Grand Bassam, sont pour l'heure épargnés. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Les renseignements faisant état de cellules dormantes sont-elles avérées? Quelle est l'implication des dirigeants dans le commerce des armes? Afrique subsaharienne, multiplication des attaques djihadistes, des pays d'office épargnés, c'est le thème central de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Le plateau, sans plus tarder, on revient juste après l'intermède. À nos côtés aujourd'hui, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. En sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Patrick Amampoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Malgré le G5 Sahel, les forces françaises et américaines, notamment les armées nationales aussi, on a comme l'impression que la filière djihadiste est de plus en plus en forme. Patrick Amampoyon. Non, pas de plus en plus en forme, non. Vous savez, au Burkina, il y a quelques semaines de cela, on était à une attaque par jour. Aujourd'hui, il y a eu des attaques, mais ce n'est plus une attaque par jour. Vous allez au nord Mali, la partie nord est assez sécurisée maintenant, c'est la partie centre qui est en train de flotter. C'est pas pour dire que c'est réglé, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Voilà, la situation est délétère un peu partout, notamment au Burkina. Pas un jour ne passe sans son lot de personnes enlevées, de prêtres séquestrés, de militaires tués, de personnes civiles qui meurent. Qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, cette velléité des groupes djihadistes donc à se multiplier, à se propager, à être autant actifs alors même qu'il y a autant de stratégies, autant de mise en place de sécurité, autant de pays, autant de moyens mis à résoudre le problème djihadiste? Merci. C'est comme les fabricants de billets et les fabricants de faux billets. Au fur et à mesure que les uns compliquent les facilités à pouvoir falsifier, au fur et à mesure, les autres aussi sont sur leurs traces, les suivent, vont en formation, en se calquant sur les technologies pour y arriver. Il faut partir de la logique de départ que celui qui revendique a des soucis. Que cela soit fondé ou non, c'est un autre débat, mais celui qui revendique, en prenant les armes, a des soucis et voudrait qu'on l'écoute par rapport à ses soucis. Alors, tant qu'on ne trouve pas de solution réelle, qui n'est pas à trouver dans 2-3 jours, dans 4-5 ans, mais ce sont des problèmes de fond dont la résolution complète pourrait prendre des décennies, et quand on n'y arrive pas, il y a toujours résurgence. La résurgence, c'est que lorsqu'un groupe a été détruit selon les forces loyalistes, elle peut se muer en un autre groupe B, moins virulent, où il reste une portion congrue qui va faire allégeance à un autre groupe beaucoup plus fort, dans lequel ils se font et renaît de ses cendres avec beaucoup plus de force et de virulence. Donc, ça veut dire que c'est un problème suffisamment complexe et c'est comme le requin à 3 têtes, à qui lorsque vous réussissez à couper une tête, non seulement que 2 autres sont encore fonctionnelles, mais cette tête disposant de capacités de régénération
revient. Le coach Pognon a toujours dit ici que la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de stratégie et non de force. C'est une affaire de renseignement. Parce que vous ne savez pas concrètement ceux que vous avez en face et qui sont vos ennemis. Il n'y a aucun signe distinctif pour les connaître, surtout dans ces pays où on porte le burqa. Vous ne savez pas qui est là-dessous, est-ce un homme ou une femme. Vous ne savez pas à tout moment par qui le danger peut venir. À partir de ce moment, c'est suffisamment complexe. Il faut mettre beaucoup de moyens pour avoir les renseignements qu'il faut pour pouvoir neutraliser toute attaque avant qu'elle ne soit déclenchée ou qu'elle ne se produise. Assez de nos gouvernements ne prennent pas cela au sérieux. Et le dernier facteur que je m'en vais mettre en lumière pour finir sur cette note, si le président Buhari, plus ou moins, parce que c'est un général d'armée, a réussi à contrôler les attaques de Boko Haram, mais bien évidemment, souffrir et accepter que Boko Haram se repositionne autrement sur les pays ayant plus ou moins le Nigeria en frontière ou un ou deux autres pays après pour montrer leur subsistance et leur résistance légale, quitte à amener les dirigeants de ces pays à faire face à Buhari et chercher à négocier. Donc c'est dans ce schéma que nous sommes et je ne crois pas que la fin est encore pour tout de suite. Patrick Armand-Poyon, face à ce schéma-là, on a l'impression que à la résolution de ce conflit-là, du conflit terroriste ou djihadiste, n'est pas pour demain, alors même que les populations semblent fatiguées. On a aussi des dénonciations des populations civiles qui disent qu'on les a attaquées et ce sont les forces loyalistes qui les attaquent plutôt que des djihadistes. Et qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, le basculement des soldats? Les cas ont été signalés au Burkina Faso, des cas ont été signalés aussi au Mali, où les militaires de l'État sont accusés d'exactions sur les populations civiles. Je crois que nous avons d'abord un problème de mauvais diagnostic. Soit ils n'ont pas le bon diagnostic, soit ils ne veulent pas admettre le bon diagnostic. Ensuite, il y a mauvaise solution. Vous savez, les Nations Unies n'ont jamais résolu une crise. Et je fais un clin d'œil à mon pays, le Bénin, en disant, faisons tout pour nous entendre, pour ne pas laisser les Nations Unies venir éterniser encore une crise ici. Ils sont confortablement installés pour le moment. Ils n'ont jamais résolu une crise. Il ne faut pas qu'on les laisse faire encore une fois. C'est vrai, on doit les respecter, parce que si vous faites du désordre chez vous, ils vont venir. Mais nous devons trouver rapidement les accords nécessaires pour qu'ils ne viennent pas. Pourquoi je dis ça? Regardez au Burkina, vous allez constater qu'il y a une logique, je ne dirais pas d'exclusion, le mot est fort. On va dire qu'ils sont venus dire que c'est sciemment fait. Non, ils sont venus voir une exclusion, le régime actuel, et ils ont perpétué ça. Vous allez au Niger, même chose. Vous allez au Mali, même chose. Vous savez, nos États aujourd'hui là doivent s'inspirer d'Ali Bongo, qui chaque fois disait aux opposants, le pays n'est pas grand, entendons-nous pour gouverner ce pays, entendons-nous pour gérer ce pays. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez par exemple, Soumaïla Cissé est d'où? Le chef de file de l'opposition qui ne reconnaît pas l'élection du président est du Nord. Vous croyez que son électorat va dénoncer des terroristes aux forces de l'ordre pour leur dire il y a des terroristes ici, venez les attraper. Or, la police va vous dire qu'ils ont besoin de ces renseignements pour pouvoir faire la sécurité. Deuxième chose. L'ethnie, je ne vous coupe pas, l'ethnie peut donc jouer contre... C'est pas peu. La recherche de renseignements. C'est pas peu. Vous allez constater qu'au Niger, il y a un semblant d'apaisement. De ce côté-là, c'est plutôt côté Boko Haram. Sinon, du côté Touareg et autres, il y a un semblant d'accalmie. Pourquoi? Parce que le gouvernement nigérien a délégué au chef Touareg de la région de négocier avec leurs frères pour eux. Donc, il n'y a pas... Le gouvernement n'attaque pas une ethnie. Au Burkina, ce qui se passe, c'est quoi? Et au Mali, vous avez dit, c'est que à partir du moment où les militaires sentent qu'il y a une ethnie qui les attaque souvent, ils ont tendance à confondre. Et surtout que la population protège les gens de leur ethnie. C'est ça qui crée les exactions, parce que les militaires, ayant perdu des soldats, ayant vu des soldats mourir, ils ont tendance à se venger sur la population de la même ethnie. Donc, vous voyez, on a un problème de s'asseoir. Au Burkina, vous voyez, aujourd'hui, vous voyez le procès qu'on est en train de faire. On est en train de juger le commandant en chef, le suprême, le responsable suprême de la gendarmerie burkinabé.
C'est-à-dire... Vous voulez parler du général Diendéré? Le général Djibril Bassolé. C'est le plus haut gradé de la gendarmerie. Vous imaginez, pour des gendarmes, c'est leur patron, leur modèle, leur ceci. Vous savez, dans la crise qui a fait tomber Blaise Compaoré, il a fallu que Djibril Bassolé abandonne Blaise Compaoré pour que la gendarmerie ne sécurise rien et que les gens puissent prendre l'Assemblée nationale et autres. Donc vous voyez, c'est un monsieur qui a été à lui tout seul, capable de donner un mot d'ordre à la gendarmerie, et la gendarmerie ne s'est pas opposée à la population. Et donc on est en train de le juger en ce moment. On est en train de juger le général Diendéré, qu'on sait très bien être le plus grand stratège en ce moment de la sous-région, du Sahel. Un mois avant l'arrestation du général Diendéré, il était au Tchad en train de former l'armée française pour la sécurisation du Sahel. Donc vous voyez, on a payé cher pour former des soldats. Ils ont fait des erreurs, oui, mais regardez, on vous en fait des débats ici sous le groupement, le régiment de sécurité présidentielle, où je vous disais qu'il vaut mieux même mettre cette force-là hors du Burkina que de vouloir la détruire. Parce que c'était la force la plus formée de la sous-région, la plus capable de maîtriser ce genre de situation, la plus renseignée. On a payé des milliards pour former ces soldats-là, mais on les a répartis, ils ont fui. Pour certains, on les a décimés. Et c'est maintenant que le Burkina est en train de mettre en place des forces combattantes. Vous voyez, on a des forces combattantes au détruit. Donc bref, il faut qu'on comprenne que pour la sécurité de l'Afrique, l'ego, les orgueils, ils vont voir les revanches, les manques de pardon. Nous devons calmer tout ça. Nelson Mandela nous a donné l'exemple en faisant la paix avec des gens qui lui ont fait du mal. Nous voilà, le chef d'état-major de l'armée de terre malienne a été conspué à Nioro alors qu'il allait présenter condoléances à des familles de soldats qui sont tombés sous les armes des combattants. On a l'impression que les populations aujourd'hui peinent à accepter ou à reconnaître le travail des autorités. Dans nombre de pays, au Niger par exemple, les populations civiles sont sorties par milliers dans les rues pour demander que les bases militaires occidentales soient purement et simplement fermées. Qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, ce rejet donc des populations à comprendre déjà leurs autorités et dans un second temps à demander le départ s'inédié des forces étrangères qui souvent sont des forces de stationnement qui souvent ne vont pas au combat mais qui sont un peu partout disséminées dans ces pays-là, des pays qui quand même souffrent ou payent un lourd tribut de par les attaques djihadistes. Votre constat est très vrai. Et pour ce que vous observez, je voudrais indiquer essentiellement, indexer 3 principaux facteurs. Lesquels? Le premier, le coach Poyon l'a déjà rappelé, le facteur ethnie n'est pas à oublier dans les considérations dont nous devons nous servir pour conjecturer dans un dossier aussi sensible que celui-ci. L'habitant ou celui qui appartient à une communauté qui parle la même langue avec son chef, d'accord, et qui trouve ce chef être menacé par le pouvoir central, ou qui, le chef est là, le pouvoir central lui passe par-dessus, vient négocier ou vient discuter, donner des ordres à des étrangers campés dont il ignore tout, alors que lui, il est chez lui, il se sent envahi. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, vous avez des soldats que l'on débarque sans que rien ne soit expliqué aux populations. Ces forces sont souvent appelées des forces tampons, c'est-à-dire elles disposent de suffisamment de marge de manœuvre, de formation et de moyens pour faire en sorte que de part et d'autre, les forces belligérantes ne fassent pas usage de leur armement. Mais après, lorsque vous empêchez 2 parties de se battre et que les parties sont toujours fâchées, toujours armées, se regardant en chien de faïence et que vous êtes au milieu, est-ce qu'il y a une paix? L'absence de guerre ne signifie pas la paix. Il y a aussi ce qu'on appelle la paix armée. Et que d'une manière ou d'une autre, cela engendre la guerre des nerfs et que les populations sont obligées d'essuyer. Sans compter les exactions commises par ces forces-là, vous les connaissez bien, des viols, des actes irrépréhensibles que l'on ne saurait qualifier sur un plateau sérieux ou sur votre chaîne de télévision. Le dernier facteur, lorsque ces forces sont débarquées
Et lorsque le gouvernement ou les gouvernements des pays considérés prennent des engagements sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, rien n'est vu. Figurez-vous, des enfants sont nés dans ce conflit-là et sont déjà âgés de 25-30 ans. Ils sont nés dedans, ils l'ont vécu et que rien n'a changé au total parce que qui n'avance pas recule. Au total, ça ne leur apporte rien de façon concrète. Dès lors qu'il en est ainsi, parfois, les gens se posent la question de savoir, ne serait-il pas nécessaire de laisser les partis s'opposer pour que, je vais dire, de ce grand chaos ait une nouvelle renaissance, un nouvel espoir. Lorsque vous êtes poursuivi par un mal et que vous avez totalement le dos au mur, totalement à bout d'énergie et que vous n'avez plus du tout de force, qu'est-ce que vous faites? Vous vous livrez pour voir ce qui va se passer. Et si par la grâce de Dieu, vous en arrivez à vous en sortir, ben ça vous fait une bonne affaire. Alors, doit-on rechercher la paix à tout prix, au détriment de tout et en sacrifiant tout, reconnaissant quelque part que les crises ont une fonction dynamique, puisqu'au total, il s'agit de revendications que les gouvernements loyaux et légitimes refusent d'admettre ou de livrer aux groupes rebelles qui n'ont réellement pas changé de plateforme revendicative. Face aux problèmes de développement qui se posent, face aux politiques publiques pour apporter des solutions à tel ou tel problème, toutes ces préoccupations essentielles sont mises de côté pour faire face à des rebelles qui n'en finissent pas. Donc au total, les populations semblent avoir raison de cette lassitude qui ne dit pas son nom, mais qui est l'un des maîtres mots et des facteurs principaux expliquant leur comportement, je vais dire, de haine de l'étranger, de xénophobie. Où le xénophobe ici, ce n'est pas que le soldat venu d'ailleurs, mais c'est aussi leur frère qui peut-être parle la même langue qu'eux, mais ne parle pas leur esprit, ne parle pas leur philosophie, ne partagent pas avec eux leur vision. Donc voilà. Patrick Amompouillon, on a aussi un problème. Comment arrive-t-on à avoir autant d'armes? Comment arrive-t-on à avoir autant de munitions? Comment arrive-t-on à avoir des armes les plus sophistiquées au monde au nez et à la barbe de toutes les autorités? N'y a-t-il pas aujourd'hui des complicités avec ces forces occultes-là, parfois au plus haut sommet de l'État? Il y a des complicités, mais au-delà des complicités, sachez qu'il est possible de partir du Niger, de passer par le Burkina, de passer par le Mali, de passer par le Tchad, de passer par l'Algérie, la Libye et tout ça sans rencontrer aucune frontière. Le désert permet de voyager comme ça sans rencontrer aucune frontière. C'est une zone, vous voyez, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une zone, et le problème c'est que les pays n'ont aucun intérêt à aller investir dans le désert. Donc, est-ce que je vais prendre mon argent pour aller sur un territoire très vaste, où il n'y a ni pétrole, il n'y a rien dans le sol? Le ATT a eu le courage une fois de dire que le Mali est trop grand pour les Maliens, on a failli l'avaler après, mais c'est-à-dire que, vous voyez, quand vous prenez Kidal, qui est plus grand que le Bénin, mais où on n'a pas grand-chose comme infrastructure, grand-chose comme matière première, grand-chose comme richesse, l'État a du mal à sécuriser tout ça. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut déjà qu'au niveau des nations, nous puissions nous réunir ensemble dans un sursaut patriotique, dans une citoyenneté retrouvée. Et que les divisions, ce que certains pays veulent même créer, qu'on évite cette division-là. Si on a réglé ça, maintenant, entre différents pays africains, on peut s'entendre aussi pour avoir des grands programmes. Pourquoi ne pas avoir un ministre de la Défense au plan africain? Pourquoi ne pas avoir? Donc, c'est pour dire qu'il est important, il est essentiel que nous comprenions que les enjeux dépassent les insultes, les rivalités, les bagarres. Vous voyez, pour des ports à côté, on est déjà en train de se faire la guerre à cause du port de l'autre, on veut perturber l'autre. Donc, bref, je crois que fondamentalement, il faut que nous puissions comprendre que nous sommes dans une zone où il n'y a pas de frontières pour passer d'un pays à un autre. Mais néanmoins,
je voudrais aussi appuyer tout ce qu'on a dit jusque-là. Vous voyez, au Tchad, ils ont réussi à contrôler la menace terroriste. Pourquoi? Parce que le chef de l'État est originaire des ethnies qui pourraient abriter ces choses-là. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, malgré les dérapages du régime actuel, on a réussi à contrôler ça. Pourquoi? Le chef de l'État est du Nord, qui doit abriter en réalité ses foyers et tout ça. Donc, vous avez vu, au Niger, l'opposant qui a des difficultés n'est pas de ces régions-là. Donc, c'est très important qu'on comprenne qu'il y a aussi le fait que quand vous vous attaquez politiquement à quelqu'un, son électorat, ces populations se retrouvent dans une logique où ils se disent, si c'est ça qui doit nous permettre de pouvoir libérer, de pouvoir l'embêter aussi, comme il a le pouvoir d'État et il nous embête, donc faisons attention à tout ça. Surtout dans les pays qui n'ont pas encore ce genre de situation, mais dans les pays qui ont cette situation, faisons la paix. Pourquoi ne pas faire des conférences nationales pour revenir avec tout le monde ensemble, pour penser? Je vous dis, les problèmes de ces pays ne sont pas militaires. Nous avons des problèmes de vivre ensemble. Et c'est ça qu'il faut pouvoir régler. Alors aujourd'hui, le G5 Sahel, les différents, je dirais, comités de crise, l'aide de l'Union européenne, est-ce que tout ceci n'est pas réellement la solution au problème djihadiste? Non, ce n'est pas la solution. Ça pouvait en fait servir de passerelle. C'est comme, je vois ça comme des cadres fêtières où les gens, où les pays vivant les mêmes problèmes se réunissent pour discuter. Là, il peut y avoir une fédération des visions à consolider. Il peut y avoir échange d'informations et de renseignements pour pouvoir mieux contrôler le problème. Mais si chacun continue par être ce qu'il est, si nos frontières continuent par être verrouillées, Armand Pouillon disait tout à l'heure que si pour des questions de port, nous continuons par être divisés sur des questions essentielles où chacun protège l'intégrité absolue de son territoire, tout étant jaloux absolument de son pouvoir qu'il voudrait transformer en dynastie pour sa progéniture, vous voyez bien que la nuit nous semblons être ensemble et le jour nous sommes suffisamment divisés. Et que surtout ce ne sont pas les Occidentaux qui viendraient mettre de l'argent dans ces genres d'organisations fêtières parce qu'eux, ils n'ont pas ces problèmes. Ils ont d'autres problèmes. C'est nous qui avons ces problèmes-là. Et je ne vois pas pourquoi ils vont nous financer notre sécurité, puisque eux-mêmes, ils ont leur propre sécurité qu'ils n'ont pas fini de financer. N'oubliez pas qu'ils sont aussi sous des menaces djihadistes qu'ils n'ont pas fini de juguler. Alors, tout cela mis ensemble répond parfaitement à une logique cohérente de ce que seule l'union pourrait faire la force. Pas une union de façade, une union vraie. Une union de sorte que les actes qui se posent et dont l'impact est reçu par une seule personne ou un seul pays, directement devraient interpeller les autres et que tous, ensemble, comme un seul homme, devraient pouvoir affronter ces problèmes. Sur combien de situations avez-vous vu réellement le G5 Sahel réagir en tant qu'organisation unique plutôt que de voir le Tchad beaucoup plus engagé que tel autre pays, alors que l'unisson à tout point de vue et à tout moment devrait pouvoir être le langage qu'ils devraient parler ces pays-là. Alors aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas demain, la veille de la fin de tout ceci. Tous les chefs de file de l'opposition dans les pays cités sont soit en porte-à-faux avec les régimes, soit en exil. C'est le cas au Niger, au Burkina, au Mali. Donc aujourd'hui, est-ce à dire que selon vos explications, eh ben, la menace djihadiste, elle est là pour prospérer, elle est là pour s'éterniser, tant que les dirigeants n'auront pas compris que ce n'est qu'ensemble et dans l'unicité et qu'il faut combattre cela. Oui, l'exemple de la France est palpable. Chaque fois qu'il y a attaque terroriste, la nation se dresse ensemble, face, opposition, mouvance, tout le monde. Voilà ce que nous avons besoin en Afrique. Et tant qu'on n'a pas fait ça, nous allons créer des nids favorables à ça. Vous voyez, G5 Sahel, tout ça là, c'est des histoires. Le Cameroun n'a pas eu besoin de G5 Sahel.
le Cameroun a constaté qu'il ne sait pas se battre dans le désert. Ils ont fait appel à l'armée tchadienne qui est venue rosser, qui a mis de l'ordre. En réalité, vous voyez, le Burkina est en ce moment en train de mettre en place une force combattante. Et on dit le Nigeria, le Burkina va donner 1000 hommes. Ça va sortir d'où? C'est des gens qui ont appris, oui, on dit, et les forces qui sont au Mali là, c'est des forces qui sont dans leur camp. C'est-à-dire eux-mêmes sont une cible pour les terroristes. Ils sont dans leur camp, ils sont statiques, ce n'est pas des forces combattantes. Le Congo démocratique a demandé que les forces statiques de les Nations Unies soient diminuées et que les forces combattantes soient renforcées. Parce qu'on veut des gens pour combattre. Et donc, moi je pense que si on donne l'argent au Tchad et que le Tchad envoie ses gars pour faire le travail, ils savent faire le travail, mais qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir payer les soldats, acheter les équipements pour fouetter. Mais je dis, on va fouetter, mais derrière ça, il va falloir qu'on fasse la paix. Je vous dis ceci, un pouvoir comme ce que nous avons dans ces pays-là, qui peut tomber à tout moment, n'arrange personne, même pas ceux qui sont au pouvoir. Il faut faire la paix. Moi, je préfère être président d'un pays en paix pendant 2 mois que d'être président d'un pays qui n'est pas en paix pendant 10 ans. Parce que les gens cherchent tellement deuxième mandat qu'on préfère mettre le pays en difficulté pour avoir deuxième mandat. Non, il faut avoir un pays en paix. Tu auras la paix pour développer, la paix pour travailler et la paix aussi même pour te rassasier si tu le veux. Mais il faut coûte que coûte que nous puissions faire la paix. Niger, il faut faire la paix. Il faut faire rentrer les exilés. Il faut faire une conférence nationale. Au Burkina, on en a plus besoin dans la sous-région, qu'on fasse la paix, qu'on fasse une conférence nationale, qu'on fasse réconciliation avec des gens qui vont venir avouer ce qu'ils ont fait. Vous voyez par exemple la femme de Thomas Sankara, elle est là depuis, elle ne peut pas se remarier parce qu'elle ne peut pas devenir madame autre chose. Donc elle est là en train d'atteindre la vérité et la vérité est dans la bouche de à peine 2 ou 3 personnes. Mais vous les menacez, ils ne vont pas parler. Il faut les faire parler pour qu'on se connaisse la vérité et qu'on avance. Nous avons besoin d'avancer au lieu de fêter chaque année décès de quelqu'un et ça, sa femme va éprouver les mêmes douleurs chaque année depuis que les intéressés sont morts. Nobel Zongo, on a besoin de connaître la vérité. Même si quelqu'un ne va pas en prison, connaissons la vérité pour libérer la famille afin qu'ils fassent leur deuil et tout ça. Donc vraiment, nous avons besoin de cette conférence nationale dans ces pays-là pour qu'on se parle. On se parle, parce que si on ne se parle pas, on va toujours avoir des morts comme ça. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même des pays qui sont pour le moment vernis, des pays qui ne sont pas touchés, des pays qui pourtant partagent des frontières avec ces pays-là qui sont en grande instabilité. Je pense notamment au Togo, je pense au Bénin, je pense pourquoi pas au Sénégal, à la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire que ces pays-là, on va dire, sont tranquilles? Est-ce qu'il y a-t-il zéro danger aujourd'hui de ces attaques-là sur ces différents pays? Dans votre introduction liminaire, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, comme ayant essuyé l'affront des djihadistes. Tout à fait, à Grand Bassam. Bon, donc, on ne peut pas dire qu'ils sont à l'abri. Ça viendrait au Bénin quand vous ne pouvez pas le savoir. Ce serait au Togo quand vous ne pouvez pas le savoir. Et n'oubliez pas, en Afrique, les groupes ethniques sont plus ou moins les mêmes selon le pays, change seulement de nom, la langue est plus ou moins la même chose. Exemple, le Lokpa au Bénin, le Kabiyère au Togo, d'accord, le Mina au Togo, le Evé au Ghana, ainsi de suite. Alors, c'est pour dire que ce qui arrive ici rapidement peut arriver là-bas. Disons plutôt que pour le moment, ces pays n'en ont pas reçu l'impact réel parce que les djihadistes n'ont pas encore d'intérêt avéré. Et qu'est-ce que les djihadistes appellent intérêt? Toute chose, toute situation, tout être humain sur qui ils peuvent poser les yeux pour s'en servir est enfin un objet de chantage. Ça veut dire que si dans la maison où vous habitez, vos voisins ne vous ont jamais vu, les voisins du quartier ne vous ont jamais vu avec votre beau véhicule, vous n'avez aucun problème. Mais le jour où vous commettez l'erreur de sortir votre beau véhicule, vous ne pouvez plus dormir. C'est la même chose. Quand est-ce qu'ils vont découvrir un objet d'intérêt subtil pour eux? Pour commencer par frapper, on ne sait pas. Et observez bien, c'est un problème qui semble être beaucoup plus une affaire du Nord que du Sud. Et qu'en Afrique, en général, les Nords sont très islamisés et les Suds très chrétiens. Quoique cette tendance pourrait toujours subir de modifications à grande allure au regard des faits qui surviennent en fonction des enjeux, bien évidemment,
au regard de comment la politique et la géostratégie au niveau international se développent. Si Boko Haram estime à un moment donné qu'il lui faut aller prendre pour otage les chrétiens du Sud vivant, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, vivant dans une partie X, ou dans une partie Y d'un pays, mais le jour là, ils viendront. Et puisque cette zone n'avait jamais connu ça, il n'y aura aucune stratégie de riposte puisque rien n'avait été prévu. Et comme d'habitude en Afrique, nous ne sommes jamais ni proactifs, ni prospectivistes. Dieu nous bénit, Dieu veille sur nous, tout comme s'il n'a que cela à faire. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut, je dirais, se réjouir de ce que des pays limitrophes de ces pays en instabilité-là soient encore intacts, ou il faut continuer à faire de la veille et si possible, comment faire pour que ces pays-là ne rejoignent pas les autres pays? Le premier avantage, c'est que nous ne sommes pas proches du désert. Donc, ça nous met quelque part à l'abri d'abord. Deuxième chose, vous voyez, le Nigeria a Boko Haram, mais le sud Nigeria, qui fait frontière avec le Bénin, n'a pas d'attaque terroriste. Parce que la population du sud Nigeria n'acceptera pas de cautionner, de protéger, de cacher des terroristes. Donc, ça nous met à la... Mais il faut dire que lorsque des appels ont été lancés à la population au Bénin pour sortir face à certaines choses, j'ai dit sur les antennes, on n'est pas encore arrivé là. Et plaise à Dieu qu'on n'en arrive pas là, puisque il y avait déjà des appels à Boko Haram dans le nord Bénin. Il y avait déjà des envies d'avoir. Vous voyez, quand une population en arrive à dire vivement le chaos, ça veut dire qu'il en a assez. Il en a marre. Donc, que les gouvernants fassent en sorte qu'on n'en arrive pas là. Vous prenez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, parce que vous voyez, quand il n'y a pas de désert et que vous faites des attaques terroristes, vous n'avez pas de zone de repli. Donc, quand les armées se sécurisent rapidement, vous ceinturez, vous allez mourir bêtement. Donc, bref, ce n'est pas des gens qui veulent mourir aussi, hein. C'est des gens qui veulent vivre. Donc, à partir de cet instant, ils savent. Vous avez vu au Cameroun, ils ont choisi une zone désertique. Donc, ils aiment les zones désertiques parce que ça leur permet d'aller se cacher. Mais je voulais dire que toutes les solutions que les Nations Unies, les États-Unis, la France et tout ça nous proposent, c'est des solutions hypocrites. Je vais vous dire pourquoi. Comment on peut comprendre que quelqu'un qui a les moyens comme Kadhafi a été suivi dans un trou? On a suivi Kadhafi pendant qu'il roulait en voiture dans des tunnels au sous-sol. On a suivi le mouvement avec des appareils jusqu'à ce qu'on ait là où il va sortir. Ça veut dire que le jour où ces gens-là vont vouloir finir avec le terrorisme, ils vont finir avec. Mais pour le moment, ça les arrange et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en train de finir avec ça. S'ils ont pu traquer Kadhafi dans le sol, ce n'est pas des terroristes là qu'on ne peut pas traquer, qu'on ne peut pas maîtriser avec les drones. Et tout ça qu'on a mis sur le ciel de l'Afrique, ces drones là aussi positionnés, leur permet de savoir tous les accords que nous signons aussi. Et donc, s'il n'y a plus de terroristes, il n'y aura plus de raison d'avoir des drones et tout ça. Donc, véritablement, et surtout, je voudrais demander aux Africains, nous avons depuis toujours des armes, c'est-à-dire nationalistes là, on n'a qu'à faire appel à ça pour faire en sorte que nous puissions finir avec le terrorisme avec les armes que nous avons. Metiefa, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il y a une certaine hypocrisie de la part des forces extérieures qui sont censées appuyer ou aider les Africains à résoudre le problème? En matière de diplomatie et de géostratégie, il y a un principe de base qu'il faut accepter. Rien ne se donne gratuitement, tout se mérite. Alors, si vous avez vos problèmes et que votre voisin qui est à 1000 lieues, en rien n'est interpellé par cela, vous ne le verrez pas. S'il vient, ce ne serait pas seulement par bon cœur ou parce qu'il est un bon samaritain. Il devrait poser des actes pour que demain, dans des forats, dans des assemblées, que vous vous alliez directement derrière son candidat. Ça, c'est une évidence, c'est un fait, on le sait. Mais c'est aussi vrai que, disposant de tout l'arsenal qu'a décrit Aman-Poyon, disposant de toute la technologie de dernier cri, décrit par Aman-Poyon, il est évident que s'il prenait cela comme une préoccupation de première nécessité, je crois qu'il ne devrait pas assez durer avant d'en arriver à bout. Mais bien évidemment,
est-ce que le Français ou le Chinois ou l'Américain ont un intérêt spécifique à trouver un vaccin contre le paludisme? Non, parce qu'ils n'en souffrent pas. Mais est-ce que les Africains ont intérêt? Bien sûr, parce qu'ils en souffrent tout le temps. Voyons aussi le problème comme cela. Et n'oublions pas, pour faire cela aussi, il faut un budget suffisamment costaud. Qui va payer la note? C'est nous. On nous a suffisamment fait de prêts qu'on n'a jamais remboursés aussi. Et que plusieurs de nos dettes ont été également effacées. Alors, si les autres doivent débourser l'argent de leurs contribuables pour nous aider jusqu'à ce niveau, mais qui achèterait les armes, puisque les armes qu'ils utilisent, que vous incriminiez, il y a quelques minutes, ne sont pas fabriquées par eux-mêmes. Beaucoup sont de fabrication de pays que vous savez, parce que chez eux aussi, ils ne s'entendent pas. Et qu'ils sont dans des guerres, dans des conflits, selon qu'on est à gauche, à droite, ou que selon qu'on est au centre ou à l'est. Tous ces faits réunis prouvent évidemment que la loi de Lavoisier s'applique également en la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Patrick Abompouyon, tant qu'on pourra vendre des armes à qui on veut, est-ce qu'on peut venir à bout du conflit? Tant qu'on a la liberté, on peut? Comment donc? On peut. Les abeilles qui ont été envoyées dans un commissariat lors de la crise au Bénin peuvent régler le problème des terroristes si on sait maîtriser ça. Et donc, il faut qu'on fasse appel à cette technologie et que ça ne sorte pas au moment où l'État est en train de mettre la pression sur la population. Je vous l'ai dit, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de palu, les Européens n'ont pas de palu et tout ça. Je vais vous expliquer. Il y a eu des palus en Europe. Ils ont fini avec ça. Ils ont fait en sorte de détruire jusqu'aux les souches et tout ça de moustiques. Ça veut dire que ce jour, on va vouloir finir avec les moustiques et tout ça en Afrique. La même solution qui a été utilisée là-bas peut être utilisée ici. C'est la même chose. Le terrorisme, ça sert les intérêts des grandes puissances. Vous voyez aux États-Unis, lorsque les États-Unis sont menacés, tout le monde est uni derrière le chef de l'État. Il n'y a pas de revendication interne. Et donc, il y a intérêt aussi à avoir des ennemis extérieurs pour qu'il n'y ait pas de revendication interne. Mais je dis, dès qu'eux, ils veulent, ils peuvent arrêter. Et comme si eux, ils ne veulent pas, nous aussi, nous pouvons utiliser nos armes bactériologiques. On en a. Oui, ils ont des armes bactériologiques qui font qu'on a peur d'eux. Oui, nous avons des armes bactériologiques que nous pouvons utiliser pour pouvoir finir avec ça. Je crois que cette batterie d'abeilles envoyée chez les terroristes, je sais que chacun va se chercher et tout ça. Donc bref, c'est pour dire que les solutions existent. Elles peuvent être endogènes comme elles peuvent être exogènes, mais il faut une volonté politique d'en finir avec ça. Comme je l'ai dit, si nous pouvons faire une conférence nationale pour faire la paix entre nous, ensuite sortir l'arsenal africain pour faire face à ça, nous allons finir avec ça. Vous avez vu, on a eu Ebola en Afrique. Il y a un scandale qui est sorti. Tout le financement mobilisé pour lutter contre Ebola est venu après que les autochtones aient déjà trouvé des solutions contre Ebola. Vous voyez, c'est-à-dire que nous pouvons nous organiser, nous avons des solutions, mais il faut pouvoir avoir la volonté politique pour les utiliser. Voilà, la lutte contre la criminalité transfrontalière, est-ce que c'est une piste de solution à approfondir? Quelque part, oui, mais ce n'est pas tout. Parce que la mise en œuvre ne nous garantit pas suffisamment de sécurité. Aucun pays n'a un taux de sécurité de 100%. Et en matière de sécurité, il faut toujours faire de la proactivité, de la prospective. On imagine ce qui pourrait arriver et on dépose la solution là. De sorte que lorsque les faits surviennent, en même temps, vous avez une grande capacité de riposte. Et les pays qui arrivent à le faire ont également une grande capacité de résilience face aux différentes attaques, face à tout ce qui pourrait les surprendre. Ça a un coût, ce que nous n'avons pas. La sécurisation des frontières seule ne suffit pas. Abompouyon a parlé du désert, où vous ne pouvez limiter aucune frontière, puisque la nature n'en a pas mis. Et également, vous n'êtes pas sur terre ferme pour aller bâtir des murs ou pour bâtir des grillages. Ce serait difficile. On en a également dans des forêts, qui sont des forêts tellement touffues qu'en plein jour, vous allez croire que vous êtes dans l'après-midi. Ça existe également. La nature dicte toujours sa loi aux humains. Ce sont les humains qui utilisent leur culture pour transcender le fait de la nature. Mais là encore, c'est limité, puisqu'on ne combat pas la nature en définitive. Donc, ces frontières, une chose est de les sécuriser.
il y va d'ailleurs de l'intérêt économique de ces pays-là, beaucoup plus que de leur intérêt du point de vue sécuritaire. La sécurité, dans tous les cas, c'est une affaire de renseignement, c'est une affaire de stratégie et d'information, et il faut beaucoup débourser, se lever tôt, avoir des partenaires un peu partout, adopter une posture correcte, tenir les engagements qui ont été pris et huiler de façon constante la machine. Ne pas attendre qu'il y ait une situation avant de toujours faire la part belle aux autres. En définitive, c'est trop de contraintes auxquelles nous ne sommes pas habitués par ici. Patrick Aman-Pouyon, au vu de tout ce qui se dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les chefs d'État, déjà les gouvernants, auront la volonté ou vont entendre cela? Parce qu'on est plus enclin à se faire réélire, comme vous l'avez souligné, on est plus enclin à chasser les opposants susceptibles de mettre, pourquoi pas, en péril le pouvoir d'État, que de s'occuper de la paix, de l'unification ou des problèmes, de prendre les problèmes à bras le corps. Donc, il n'y a pas de possibilité à l'optimisme. Non, je crois que, vous voyez par exemple au Mali, la situation s'est aggravée avec la guerre entre l'association musulmane maintenant et le Premier ministre qui demande sa démission. Tout à fait. Qui font des meetings, tout est compliqué. Le chef d'État a repris la main, il a rencontré le chef de file de l'opposition, ils sont en train de discuter. Je crois que les Maliens, vous voyez, il n'y a pas d'opposants arrêtés au Mali. Il n'y a pas d'opposants en exil au Mali. C'est un pays où le cousinage permet de se parler, de s'entendre. Ils vont s'entendre, ils vont trouver une solution. Au Burkina, je prie Dieu que l'orgueil burkinabé puisse être vraiment un peu contrôlé et qu'on puisse penser le pays, penser la paix et tout ça. Au Niger, vraiment, je voudrais compter sur un sursaut patriotique, un sursaut de hauteur du chef de l'État pour tendre la main à l'opposition. Vu qu'il n'est pas candidat à sa propre succession, c'est pas évident. Oui, mais raison de plus pour tendre la main. Parce que, vous voyez, le plus important, c'est de faire en sorte que tes arrières soient protégés. Parce que si tu vis dans cette obsession et que tu quittes le pouvoir et qu'il y a alternance, les autres aussi vont t'embêter. Donc on peut, Nelson Mandela, faire en sorte que plus personne ne soit embêté après lui. Je crois que nos dirigeants peuvent faire la chose. Mais aussi, vous avez parlé de sécurité transfrontalière, je voudrais dire qu'aujourd'hui, vous avez vu, entre le Togo et le Bénin, la plupart des zones frontalières, il y a la route côté Togo, la route côté Bénin qui est en train d'être construite. La route, l'électricité, voilà des choses qui font chasser aussi les nids du terrorisme, le développement. Vous voyez la plupart des terroristes là, est-ce que vous savez qu'en réalité, c'est les mêmes personnes, si on les paie demain pour être dans l'armée, ils sont dans l'armée. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Il y a l'argent à prendre, ils sont prêts à prendre l'argent parce qu'ils sont désœuvrés. Donc c'est un problème de développement. C'est un problème de développement. Apportons le développement et nous allons avoir moins de terrorisme. Mais pour apporter le développement, il faut qu'on se mette ensemble pour développer nos pays. 30 secondes, invite au chef de l'État donc. Ah oui, bien évidemment. Il faut que nos dirigeants de plus en plus soient conscients de ce que il faut aussi élaborer des politiques publiques de sécurité. Ces politiques publiques intègrent également la dimension terroriste, la dimension djihadiste, la dimension des groupes d'autodéfense, même si on n'est pas encore attaqué. Je souhaite que nous fassions, ou propose que nous fassions un peu plus de prospective et que l'argent de nos contribuables africains soit réellement utilisé pour le développement, parce que le développement crée l'emploi. Le développement crée la sécurité. Le développement crée l'aisance et le confort. Toutes choses qui, manquant, engendrent l'insécurité. Donc, forcément, les réciproques que nous venons d'énumérer sur ce plateau. Je voudrais juste dire qu'il faut aussi que les chefs d'État ne fassent pas à eux seuls, en un seul mandat, 50 généraux. Ça ne permet pas d'avoir des soldats aguerris. Il faut faire des promotions comme il faut et non distribuer les grades comme de l'amusement. Voilà, vous êtes Patrick Aman-Pouyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Métier Face, sociologue expert en stratégie de développement. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très belle émission. Merci à vous d'y avoir participé. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici à la prochaine, portez-vous bien.